l'économie sociale et solidaire, un modèle de développement des territoires, voilà, en visio Zoom. Donc, cette visio va être enregistrée, elle ne sera pas diffusée en direct, mais dès que le montage sera fait, elle ira directement. Par contre, elle sera diffusée juste après sur les réseaux. Donc voilà, ben merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à nos invités aussi, voilà, de nous faire l'honneur de venir nous visiter, nous, en centre Val-de-Loire, et sachant que vous êtes sur d'autres régions. Et alors pour l'organisation de ce soir, alors déjà je me présente, je suis Estelle Cochard, je suis conseillère régionale. Alors, je suis sur le département 28, conseillère régionale sortante et candidate moi-même aussi voilà, à un nouveau mandat. Alors, je vous présente en premier lieu, on va avoir Charles Fournier qui interviendra, qui bien sûr se présentera en tant que tête de liste de la liste régionale Un Nouveau Souffle écologiste et solidaire. Voilà Charles. Alain Lipiette, voilà, je laisse pas le temps. Alain Lipiette, qui nous fait l'amitié d'être ici, puisque c'est beaucoup des histoires d'amitié, hein, voilà, de liens qui se sont tissés, qui restent, voilà, qui restent des gens sur qui on peut compter. Alors donc, Alain Lipiette qui sera avec nous et qui interviendra aussi ce soir en première partie. Mounir Satouri, qui nous fait aussi l'amitié. Là aussi, c'est une question d'amitié, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir sur cette thématique avec une vision peut-être un peu plus européenne, hein, sur la question. Enfin, voilà, c'est en tout cas cette vision que toi aussi tu peux apporter. Et ensuite, Laurence, que toi, tu es là aussi. J'ai vu que ta connexion n'était pas excellente, Laurence. Elle est même carrément catastrophique ce soir, donc j'espère que ça va tenir, mais je promets rien. Voilà, et là, toi, ça va être le témoignage local sur les sels, mais tu diras exactement ce que c'est. Je n'en dis pas plus parce que tu pourras présenter tout ça. Donc voilà pour le programme. Et ensuite, bien sûr, on débat entre nous, on peut se poser des questions, à ceux qui sont présents. Charles, tu pourras peut-être pas être là tout le temps, donc je vais te laisser assez rapidement la parole. Et puis voilà, peut-être c'est quoi le lien économie sociale et solidaire, voilà, qu'est-ce qui a pu se faire et c'est quoi surtout la vision et à quoi ça peut servir finalement, peut-être dans l'économie. Voilà, à toi la main. Merci beaucoup Estelle. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc effectivement je suis actuellement vice-président du conseil régional en charge de la transition écologique et citoyenne. Alors ça s'appelle pas l'ESS, mais j'ai un petit peu préempté les sujets de l'ESS dans ce mandat. Je vous en dirai deux, trois mots juste après. Et je suis effectivement à la tête d'une démarche citoyenne, une liste citoyenne soutenue par 9 forces politiques pour ces élections régionales. Donc nous sommes le rassemblement des citoyens de la gauche et des écologistes en région Centre-Val de Loire. Une démarche engagée il y a longtemps, il y a 1 an maintenant, partant des territoires, partant des réalités vécues par nos concitoyens. Une construction collective exigeante, longue, mais en même temps passionnante, qui nous permet aujourd'hui d'arriver avec à la fois un projet qui nous semble être ancré dans le réel, et puis une liste représentative de la diversité de nos territoires, représentative des engagements que peuvent porter chacun et chacune des 89 candidats de notre liste. Une liste qu'on a construite de manière assez originale, je n'ai pas le temps de développer ça, mais en explorant des voies démocratiques un peu différentes, comme l'élection sans candidat, par exemple, ou le vote préférentiel. On a eu des pratiques intéressantes, et ça nous a permis de dépasser d'ailleurs finalement les types de relations assez classiques qui peuvent exister entre les forces politiques. Toutes les négociations, par exemple, se sont faites en présence de citoyens tirés au sort, et je peux vous dire que ça change un peu la donne. Ce n'est pas l'objet de notre soirée, mais ça pourrait se rapprocher, au moins sur le terrain des valeurs démocratiques qui font partie intrinsèque de l'économie sociale et solidaire. Alors,
peut-être dire quelques mots sur cette économie sociale et solidaire, mais il y a des experts ici présents et notamment Alain Lipietz qui a largement inspiré les réflexions sur le sujet, sur ce qu'on appelait le tiers secteur. Alors, ça fait longtemps qu'on ne l'appelle plus le tiers secteur, mais cette économie qui n'était ni l'économie publique, ni l'économie marchande, mais cette autre dimension qu'on a définie depuis, la loi Hamon est passée par là, qu'on a définie comme étant effectivement une économie portant à la fois des ambitions démocratiques, des ambitions d'égalité, des ambitions de répartition autre du bénéfice que peut tirer une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et on a associé dans cette ESS à la fois les associations, les mutuelles et puis les coopératives, mais aussi par la loi Hamon, d'autres entreprises qui pourraient avoir une vocation ancrée sur les questions sociales et les questions solidaires. Et c'est ce qu'on appelle l'agrément ESUS, pardon, bon, il serait intéressant d'ailleurs d'en faire le bilan. Je ne suis pas sûr que ça soit énormément développé. Et puis alors, il y a très peu, c'est ajouté un étage, mais qui pour l'instant génère plus de doutes que de perspectives, qui est ce que la loi Pacte a amené avec ce qu'on appelle les entreprises à mission, voilà, qui visaient plutôt là, les grandes entreprises, notamment pour essayer d'intégrer dans leur perspective non pas simplement une vocation de rentabilité financière, mais aussi des missions sociales, écologiques, utiles pour nos territoires. Et si on approche l'économie sous cet angle-là, dans notre région, cette économie sociale et solidaire, elle pèse, comme ailleurs d'ailleurs, hein, c'est à peu près un peu plus de 10% des emplois dans notre région. Je crois que c'est 10,5 au niveau national, donc ce n'est pas du tout une paille. Et dans certains secteurs, ça peut représenter jusqu'à 25% des emplois. Si on se rapproche des territoires ruraux, si on intègre, peut-être que c'est un peu usurpé, les coopératives agricoles, on peut atteindre un quart des emplois dans certains territoires. Et donc, c'est plus que structurant. C'est parfois ce qui peut rester dans un territoire quand l'aspirateur économique des métropoles et des grands centres économiques a opéré une forme de vidage. Et dans une région qui s'appelle la région Centre-Val de Loire, on est très concerné par ces questions de déséquilibres territoriaux, de déséquilibres économiques majeurs qui aujourd'hui nous interrogent et qui nous interroge peut-être encore plus après la crise de la Covid, qui va forcément réinterroger la façon dont on habite sur Terre, la façon dont nous vivons ou pas en équilibre avec nos écosystèmes. Finalement, l'écologie, c'est ça. Hein, l'écologie, c'est notre manière d'habiter sur Terre. Et donc, elle est réinterrogée par cette crise et elle va réinterroger beaucoup d'aspects de nos organisations territoriales, de nos territoires. Cette ESS, elle est portée par notre collectivité depuis de nombreuses années. C'est une collectivité qui est à gauche depuis plusieurs mandats. Gauche associant dans ce mandat les socialistes en groupe majoritaire et les écologistes. Nous sommes 10 élus sur une majorité de 39 élus à gauche. Et donc 10, on pèse. On a évidemment un rôle un peu important à tenir dans cette vie régionale. Et comme nous avons ce rôle important, nous avons pu avoir des délégations, mais comme toujours, quand on est minoritaire, on ne confie pas aux écologistes l'économie. Et c'est sans doute une erreur grave, et j'espère que l'avenir nous conduira à occuper enfin ces fonctions. Depuis peu, nous avons des vice-présidents ou vice-présidentes en charge de l'économie. Je pense à la métropole de Lyon, où nous avons une femme vice-présidente de l'économie. C'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau, une femme écologiste vice-présidente de l'économie. D'ordinaire, ce sujet considéré comme trop sérieux n'était pas confié aux écologistes. Et quand on regarde la situation, la situation économique, on ne peut pas vraiment dire que tout est fonctionné. Ça ne veut pas dire que nous aurons toutes les solutions, mais nous avons sans doute beaucoup de choses à apporter sur cette question. Comment le mandat écoulé… Pardon ? Ces responsabilités n'étaient pas confiées aux écologistes et rarement à des femmes parce que c'était des sujets trop sérieux. Tout à fait. Alors, on nous a parfois confié les quelques niches autour de l'économie, considérant l'ESS comme une niche. On nous l'a parfois confié. On nous a parfois confié l'économie circulaire et les déchets, mais jamais l'économie dans son entièreté. Alors, encore moins l'agriculture. Ce serait alors là, évidemment, particulièrement dangereux de nous la confier. Donc, dans ce mandat, la région, et comme les autres régions, s'est dotée d'une stratégie ESS
puisque la loi NOTRe prévoyait notamment l'installation d'une conférence régionale de l'ESS, donc une sorte de mise en mouvement des acteurs publics et des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour essayer de définir les conditions de son déploiement, les conditions de son soutien. Et cette stratégie, les écologistes l'ont largement portée, l'ont tellement portée que le jour où elle a été présentée, le vice-président a trouvé le moyen de ne pas être présent et j'ai dû la présenter en lieu et place. Je sais pas, Estelle, tu vas te rappeler de ce moment qui était quand même assez particulier. Donc, parce que cette ESS, nous l'avons, je crois, un peu chevillée au corps et nous la portons depuis longtemps. Je ne vais pas déployer ce que contient cette stratégie, j'avais plus envie de partager avec vous quelques pistes pour la suite et ça ouvrira et ça alimentera, je crois, les débats que vous aurez ce soir. Donc, quelques sujets que nous avons envie de porter dans la prochaine mandature. Le premier, c'est sans doute l'affirmation d'une gouvernance de cette économie sociale et solidaire en essayant de lui donner une place vraie et entière et non pas une position un peu secondaire, que parfois d'ailleurs les acteurs de l'ESS ont eux-mêmes un peu adopté, se définissant un peu comme un secteur de l'économie à côté d'autres et qui finalement interagirait peu avec l'économie traditionnelle, voire se définirait parfois un peu en creux à côté de cette économie. Et donc, nous, il nous semble qu'il faut une délégation pleine et entière dédiée à l'économie sociale et solidaire. Alors, ça ne va pas tout révolutionner, mais c'est une manière d'affirmer que nous la plaçons au cœur de nos préoccupations dans cette mandature. Nous voulons donner de la force à cette conférence régionale de l'ESS qui a été plutôt une forme un peu événementielle de dialogue mais non abouti, qui nous semble devoir aller beaucoup plus en profondeur pour accompagner les transformations, les mouvements, une véritable stratégie opérationnelle de cette économie sociale et solidaire. Ça nous semble évidemment important, et aussi la déplacer dans les territoires, parce que l'échelon régional est un échelon pertinent sur les questions d'économie, mais il nous faut aussi un dialogue de proximité autour de cette économie. Il faut l'inscrire aussi dans des réseaux locaux de l'économie. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà, un volet gouvernance sur lequel nous voulons affirmer plus fortement l'ESS. Deuxième sujet, l'ESS comme l'économie, mais peut-être on dit qu'elle est résiliente et qu'elle a un peu plus résisté, se prend de plein fouet la crise que nous traversons aujourd'hui, et il nous faudra nécessairement apporter des réponses de ce point de vue. Il y a des réponses d'urgence qui ont été mises en œuvre, mais va vite se poser la question du poids des prêts qui ont été octroyés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, du poids de la dette que ça va représenter, de la fragilisation de ces structures, et il nous faudra apporter des solutions pour peut-être transformer une part de cette dette en fonds propres, peut-être pour accompagner la relance de ce secteur-là, lui redonner de la force. Et la commande publique est bien placée, je crois, pour tirer cette économie sociale et solidaire dans cette période difficile. Il y a de nombreux domaines, je vais en citer quelques-uns, sur lesquels cette ESS peut jouer un rôle majeur, qu'elle joue déjà, mais qu'elle peut jouer encore plus avec sans doute un soutien renforcé de notre collectivité. Soutenir l'emploi dans l'ESS, c'est aussi pour nous l'hypothèse de créer un revenu de transition écologique et solidaire, idée déjà déployée dans certains territoires. Je pense à Grande-Synthe et notre ami Damien Carême qui a expérimenté ce revenu de transition écologique et solidaire. Je n'ai pas le temps de développer le principe, mais l'idée, c'est un peu de s'inspirer des territoires zéro chômeur dont on parlera tout à l'heure, et d'avoir une coopérative régionale à but d'emploi qui pourrait salarier des entrepreneurs de la transition écologique et solidaire dans notre région. On envisage là de pousser des emplois. On va être dans un moment avec des conversions, des reconversions professionnelles, des conversions d'activités, et nous avons besoin de donner de la force à ces transformations, et ce revenu peut être une voie à explorer. Nous voulons consolider tous les dispositifs existants et même les amplifier. On aide beaucoup l'émergence des SCOP, l'émergence des structures coopératives, mais il n'y a pas de dispositif d'accompagnement sur des temps suffisamment longs. Et bien souvent, cette aide à l'amorçage ne suffit pas pour accompagner plus loin le montage, la mise en œuvre et la mise en mouvement de projets. Je pense à des domaines importants. Par exemple, nous voyons émerger des coopératives d'activité d'emploi dans le domaine du bâtiment, de la rénovation thermique, de l'habitat, avec l'association des différents corps de métier. Eh bien, il nous semble que ça, c'est d'utilité écologique et sociale. Quand nous voulons engager un grand plan de rénovation thermique de l'habitat, nous pourrions pousser ces structures, non seulement les aider à démarrer, mais les aider peut-être un peu plus longtemps pour consolider, pour qu'elles aient un modèle économique un peu plus viable. Je pense aussi à des modèles que nous avons connus dans notre territoire, dans le champ de la culture. On a une expérience tout à fait extraordinaire à Tours
d'une salle mythique. Alors, je dis mythique pour les Tourangeaux. Elle sera moins mythique pour toi, Mounir, peut-être, et pour toi, Alain, mais qui s'appelle le Bateau Ivre, qui est une salle de spectacle extraordinaire que j'ai pratiqué pendant mon adolescence et qui a fermé. Parce que, il faudrait couper le micro. Christine, peut-être? Oui, Christelle. Ouais. Non. Il y a un micro qui est ouvert. Bon, c'est pas grave. Et quand il est tard le soir, c'est un éléphant là. Cédric, si tu peux éteindre ton micro. Voilà. Le petit chat, le golf, c'est un Cédric, il faut couper le micro de Cédric. Le chat, le chaton. L'éléphant, le petit, ça s'appelle l'éléphanto. Cédric, tu peux couper ton micro? Voilà. Ça y est, pardon, désolé. Non, ça pas réussi. Tu dois pouvoir rester là. Tu as le pouvoir de couper le micro. Mais Jean-Bernard ou Mohamed. On est un peu solide là. Attends. Alors attends. Cédric. Moi, je connais un éléphant. Moi, je sais un éléphant qui se balance sur une colonne. Ah, c'est l'heure de s'occuper des enfants, c'est vrai. Demain, je te la chante. D'accord, super. Attends, je vais vous couper là. Merci Mohamed. Voilà, merci. Oui, donc je parlais de cette salle mythique qui s'appelle le Bateau Ivre et qui a fermé parce qu'un jour, celle qui s'en occupait, Gisèle, est partie à la retraite et cette salle est restée fermée pendant des années. Et des citoyens ont décidé de lui redonner vie. 1500 citoyens ont acheté une part de 100 € pour essayer de racheter cette salle. Mais il manquait en gros 100 000 € pour faire un peu court. Et la région, par mon intermédiaire, a utilisé un dispositif qui s'appelle À vos idées pour acheter une part à 100 000 €. Pendant que des citoyens achetaient une part à 100 €, la région achetait une part à 100 000 €, ce qui a permis de racheter cette salle. Et depuis, cette salle, des travaux ont été faits, des soutiens ont été faits pour les travaux, et elle a réouvert. Et c'est assez extraordinaire, c'est un projet coopératif, c'est une programmation collective portée par des citoyens. C'est franchement une très très belle réussite. Et l'ESS, c'est aussi ça, c'est aussi refaire communauté autour d'un projet comme celui-là dans un territoire et redonner vie à un outil du spectacle. Je vais essayer de ne pas être trop long et donc passer à d'autres sujets. Voilà sur l'emploi, les pistes que nous creusons. La question de la formation et de la sensibilisation des métiers de l'ESS, je crois là-dessus qu'il y a beaucoup de boulot à faire parce que toutes les structures de développement économique, les accompagnateurs du développement économique, qui sont 400 dans notre région, n'ont pas forcément le modèle de l'ESS dans leur valise, en tout cas pas tous. Et l'idée, c'est de former tous ces développeurs pour que l'ESS gagne du terrain. C'est aussi permettre aux jeunes de vivre des expériences d'économie sociale et solidaire. Nous avons en région centre la plus belle fédération des maisons de lycéens. Nous avons 100% de maisons de lycéens dans tous nos lycées dans la région, c'est exceptionnel. Et ces maisons de lycéens sont des associations. C'est la première expérience d'économie sociale et solidaire pour des jeunes et nous les accompagnons beaucoup. Il y a beaucoup à faire autour de ça. Je terminerai par trois sujets qui me paraissent essentiels à explorer pour l'ESS dans les temps à venir. La première, c'est évidemment les questions sanitaires, pour lesquelles aujourd'hui l'ESS est largement présente et s'est retrouvée en première ligne pendant la crise Covid. Beaucoup de nos structures médico-sociales ont été largement impliquées dans la gestion de la crise et je crois qu'il faut tirer enseignement. Il faut pouvoir accompagner ces structures, il faut pouvoir travailler à la relocalisation de production d'équipements de protection individuelle, il faut pouvoir créer des réserves de professionnels pour intervenir sur ces sujets. Bref, il y a beaucoup à faire et c'est un champ qui, je crois, mobilisera particulièrement l'ESS et ça me paraît tout à fait important. La transition écologique, on l'a évoqué à travers du revenu de transition écologique et solidaire, mais je crois aussi beaucoup dans le domaine agricole que les formes coopératives peuvent être des alternatives aux formes habituelles d'organisation que nous pouvons y trouver. J'ai cité les coopératives d'activité et d'emploi dans le bâtiment, mais je pourrais citer aussi la question de l'énergie, de la production d'énergie, les coopératives citoyennes de production d'énergie que nous pouvons soutenir et que nous soutenons déjà. Et troisième sujet qui me paraît central, c'est la question de la relocalisation de notre économie. La crise a montré cette nécessité, a montré aussi que nous étions capables d'arrêter la machine, de réorienter des chaînes de production pour fabriquer des produits de première nécessité dont nous avions absolument besoin. Eh bien, tirons enseignement de cela, créons dans nos territoires ce que moi j'appelle des manufactures coopératives pour réapprendre à produire localement des
des produits dont nous avons besoin. Je pense à des produits, par exemple, de soins, du savon, par exemple, et autres. On peut avoir dans ces manufactures des acteurs de l'ESS, des artisans, des makers, ceux qui utilisent tous les outils du numérique et notamment les imprimantes 3D. Il y a lieu là de recréer de l'activité dans nos territoires ruraux autour de cette idée de manufacture. On pourrait citer aussi dans la question des transports, les mobilités locales, et même peut-être plus largement sur le ferroviaire. On voit apparaître un modèle coopératif avec Railcoop, qui est une voie qu'il faut peut-être explorer pour reprendre en gestion certaines lignes au moment de l'ouverture à la concurrence, une sorte de service public citoyen du ferroviaire. Il me semble qu'il y a des voies là ici à trancher. Alors voilà, je vous ai donné quelques voies, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais je ne voudrais pas être trop long. Mais pour vous dire que oui, pour répondre à la question, l'ESS est particulièrement une chance pour nos territoires. Elle l'est dans ce contexte de crise qui, nous l'espérons tous, va se terminer. Elle est une opportunité pour accompagner les transformations qui doivent se jouer maintenant. Elle est une opportunité pour de l'emploi non délocalisable ancré dans les territoires. Elle est l'occasion de jouer collectif. Et puis, j'ajouterai un point. Je crois qu'il faut aussi qu'elle soit l'occasion de bousculer l'économie classique et certainement pas de rester à côté de cette économie, de travailler avec cette économie. Je pense à l'écologie industrielle et territoriale qui aurait besoin des savoir-faire de l'ESS pour faire coopérer des entreprises entre elles à l'échelle des territoires. Donc, il y a plein de voies à explorer. C'est un sujet passionnant. Il faudra lui donner de la force et des moyens et c'est l'ambition que nous portons pour l'ESS et pour notre région. Voilà pour un peu introduire nos échanges et les discussions qui vont s'en suivre. Merci Estelle. Ou à toi Estelle. Oui, merci beaucoup Charles. Moi, ce que je retiens là, ce que tu viens de dire et qui est vraiment qui fait une vraie ouverture, c'est en quoi l'économie, justement, l'économie sociale et solidaire pourrait-elle être un levier pour l'économie classique. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression d'être à contre-pied, mais alors, ce n'est pas une nouvelle. Alain Lipietz, sans doute, va nous dire ce qu'il en est, l'économie sociale et solidaire, pourquoi, comment, et surtout en quoi, justement, ça peut servir l'économie globalement. Et qu'est-ce qui a fait peut-être que tu travailles depuis, qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à ce sujet, que tu t'es impliqué dedans et quel levier ça peut avoir justement directement sur nos territoires, puisque là on est sur des élections très territorialisées, que ce sont les régionales et les départementales. Alain. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, effectivement, j'ai commencé à réfléchir à l'économie, ce qui allait devenir l'économie sociale et solidaire dans le début des années 80, à l'intérieur d'une critique du modèle de l'Union de la gauche de l'époque, ce qu'on appelait le programme commun, qui était, bon, l'alternative au marché, c'était l'État, tout simplement. Il y avait deux modèles possibles, le marché et l'État. Or, dans la réalité, se mettait en marche, à côté d'une vieille économie sociale qui existait depuis le 19e siècle, je vais y revenir, une nouvelle économie sociale beaucoup plus explicitement branchée sur la solidarité. Et du coup, Madame Aubry, quand la gauche est revenue au pouvoir en 1997, m'a confié une mission pour étudier quelles devaient être les structures, est-ce qu'il fallait des structures nouvelles pour l'économie. Alors, ce n'était pas bien défini, les entreprises à vocation sociale, ça s'appelait. Alors, j'ai rendu le rapport à Madame Guigou, en fait, qui m'a dit, bon, bah, on va pas… Alors, à l'époque, ça s'appelait tiers secteur, entre le marché et l'État. On ne peut pas continuer à appeler ça tiers secteur, il faut lui donner vraiment un nom. Alors, je vais signaler le nom qui existe au Québec, et où c'est très développé, qui est économie communautaire. Et elle m'a dit, oh, mais si tu appelles ça communautaire, alors là, Jean-Pierre Chevènement va nous arracher les yeux, la communauté, c'est très mal, donc il faut trouver un autre nom. Alors, on a commencé à chercher avec les gens avec qui j'avais travaillé, économie sociale, mais ça existait déjà. L'économie sociale, c'est la loi Rocard de l'époque de Mitterrand, c'est la somme de l'économie sociale, des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations. Bon. Oui, mais le but social, l'économie sociale à la Rocard était définie par le mode de gouvernance de ces institutions,
Et il fallait rajouter le but social, alors qu'on a mis économie sociale et solidaire. Alors, on a beaucoup discuté d'ailleurs avec la vieille économie sociale, ce qu'on appelle l'économie sociale instituée, les mutuelles, les associations, les coopératives, pendant tout le processus de rapport pour Madame Aubry puis pour Madame Guigou. C'était un énorme processus. Il y a 4000 personnes y ont participé, organisé dans les 21 régions, 22 régions. Enfin, c'est vraiment le gros machin. On est arrivé à un projet cadre de loi qui n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Alors, la loi Hamon, on a récupéré des morceaux, mais c'est quand même pas la grande ambition de l'économie sociale et solidaire qu'on avait en 2001. En 2001. Bon, alors, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a un rapport de cousinage, voire de fraternité, entre l'économie sociale et solidaire, l'économie le développement soutenable et le développement local. Pourquoi? Parce que dans les trois cas, on pense, que ce soit les acteurs ou les usagers, on pense à l'effet de cet échange entre le producteur et l'usager sur le reste, c'est-à-dire sur l'environnement, sur les autres. Ce n'est pas exactement dans les trois principes de la socialisation du travail, ce n'est pas exactement le marché où je te donne pour que tu me donnes. Ce n'est pas l'économie publique où l'État prélève pour redistribuer. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. C'est-à-dire, je vais produire parce qu'un jour ou l'autre, tu auras besoin de mon produit, et toi, tu vas m'aider parce qu'un jour ou l'autre, tu auras besoin de mon produit. Mais pas forcément tout de suite. Je te subventionne parce que ça m'intéresse que tu sois près de chez moi, que tu existes tout simplement près de chez moi. Alors, bien évidemment, l'économie sociale et solidaire peut avoir un aspect marchand. On ne produit pas pour n'importe qui, on ne donne pas forcément tout gratuitement. C'est un aspect d'économie publique, puisque c'est souvent subventionné, il faut que ça existe, donc c'est subventionné en tout état de cause. Ça mobilise énormément le bénévolat, ça se substitue assez largement à l'économie domestique, tout simplement, le travail des femmes pour les familles, le travail de l'État pour remplacer le travail féminin depuis le début du XXe siècle avec les crèches, tout ce que faisaient les femmes gratuitement depuis des milliers d'années. Bref, c'est un mélange qui remplace un certain nombre de choses et qui, est-ce que ça libère les femmes? Ça les libère d'un rapport direct d'exploitation. Mais très souvent, on retrouve évidemment beaucoup de femmes dans l'économie sociale et solidaire parce que c'est comme ça depuis des millénaires. Je me souviens d'une participation pendant mon enquête à l'UNIOPS. Vous voyez ce que c'est l'UNIOPS? C'est l'Union nationale des œuvres sociales et sanitaires. C'est ce qui regroupe toutes les institutions sanitaires et sociales. On voyait bien que c'était le morceau de l'État qui avait été détaché de l'État par la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, et qui avait d'ailleurs été préparé par le titre 7 de la loi de 1901 qui a créé la liberté de l'association. Vous voyez bien que c'était vraiment un morceau qui était sorti directement, celui qui s'occupait du social et du sanitaire. On avait encore toutes les traditions, les bonnes vieilles traditions. On avait des bonnes sœurs en cornette, c'était pourtant pas si vieux que ça. Et à la tribune, que des hommes, et dans les salles, que des femmes. Dans la salle, écoutant religieusement, que des femmes. Donc, il ne faut pas s'imaginer que l'économie sociale et solidaire va complètement se substituer au rapport d'exploitation patriarcale, mais elle va permettre d'offrir un autre cadre, largement utilisé, dans les 10% que Charles a cité tout à l'heure de la force de travail en France occupée dans l'économie sociale et solidaire. L'énorme masse, c'est quand même le secteur sanitaire. C'est les cliniques, c'est tout ça. Bon, alors, ça peut aller du tout petit au très très grand. Le très très grand, Charles en a dit un mot. Une fois que l'État
c'est replier des fonctions qu'il avait assumées au cours du XXe siècle, de solidarité, de développement collectif, de développement local, avec les chemins de fer notamment, hein, la SNCF. Eh bien, vous avez Coprail qui reprend des lignes secondaires, qui retape, qui relance des lignes secondaires. Hein. Il se trouve que Mounir appréciera sans doute, une de mes assistantes au Parlement européen à Strasbourg est l'une des dirigeants de Coprail maintenant. Je l'ai redécouverte avec beaucoup d'enthousiasme. Elle est toujours aussi enthousiaste d'ailleurs. Hein. Alors, c'est une jeune femme qui aujourd'hui achète des locomotives neuves, parce que finalement c'est mieux d'acheter des locomotives d'occasion, des wagons neufs aussi, parce que finalement c'est plus simple que d'acheter des wagons d'occasion, qui négocie avec les villes tout au long de la ligne qui allait de Bordeaux jusqu'à Lyon, Lyon-Saint-Étienne, et qui retape avec les vieilles gares, les vieux rails qui existaient. Hein. Elle retape la ligne que la SNCF a abandonnée. Alors ça, je crois qu'il faut bien comprendre que l'économie sociale et solidaire, j'ai dit qu'elle s'est développée en remplacement de ce que les femmes ne veulent plus faire gratuitement. Le féminisme a remis en question l'esclavage gratuit des femmes dans le cadre du patriarcat, mais il y a aussi un autre secteur dans lequel l'économie sociale et solidaire se développe extrêmement fort, c'est tout ce que l'État tend à abandonner. Alors, c'est des choses que l'État avait assumées. Hein. Souvent, les mutuelles, les coopératives ouvrières, dès le 19e siècle, ont commencé à produire en dehors du marché, en dehors de l'État, en dehors de la famille, en dehors de l'Église, qui n'était pas séparé de l'État à cette époque-là, des services publics. Des services publics pour les pauvres, notamment. Les pauvres se cotisaient pour produire des services publics pour eux-mêmes. Et très rapidement, au fur et à mesure que le syndicalisme se développait, que les bourses du travail se développaient, le mouvement ouvrier a exigé que, puisque c'était un service public, l'État s'en empare. Et Jean Jaurès a eu ce mot magnifique. Il y a eu une grande exposition de l'économie sociale dans le cadre de l'exposition universelle de 1900. Hein. Il y a eu un grand débat entre un des pères de l'économie sociale et Jean Jaurès lui-même, Jean Jaurès a déclaré « L'État est la coopérative suprême vers laquelle tendent comme vers leurs limites toutes les autres coopératives. » C'est-à-dire que Jaurès avait un point de vue dans lequel l'État lui-même, évidemment tous les services publics industriels et commerciaux, prendraient la forme de coopérative. De même d'ailleurs, il pensait que la retraite, la sécurité sociale intégrerait progressivement toutes les mutuelles. Bon, alors, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein, et en 1945, il a fallu faire un partage entre ce qui serait vraiment l'État et puis ce qui serait le secteur social, hein, les associations, les mutuelles, etc. Bon, c'est pour ça qu'il y a encore des mutuelles de santé, etc. Bon, sauf qu'avec le libéralisme, à partir des années 80, le néolibéralisme, nous appelons, nous les écologistes, appelons plutôt le libéral productivisme, on a vu reculer l'État. Ça a commencé dès les années 80, fin des années 70 en Amérique latine, sous les dictatures qui démantelaient les grandes conquêtes sociales qui remontaient aux vagues populistes de 1930, hein, sous l'ordre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et c'est l'économie sociale qui a pris très souvent le relais. J'ai vu une ville, par exemple, en Argentine, où on a privatisé l'eau et l'électricité, aucun capitaliste n'en a voulu, les ouvriers ont dit on reprend. Hein. Et leurs femmes ont fait on va faire les fêtes, on va organiser tout le secteur culturel de la ville. Donc c'est une ville, pas loin de Cordoba, qui fonctionne entièrement à l'économie sociale et solidaire. Tous les services publics sont fournis par l'économie sociale et solidaire. Bon. Vous voyez que c'est un deuxième lieu d'expansion de l'économie sociale et solidaire. Troisième lieu, c'est l'urgence. C'est bien connu que quand la catastrophe arrive, plus rien ne marche. Alors, beaucoup d'écologistes parlent d'effondrement à venir. Yves Cochet l'a défini avec grande précision. L'effondrement, ce n'est pas que tout s'effondre, c'est que sous la pression des catastrophes écologiques montantes, l'État, les services publics notamment, ne peuvent plus suivre. Alors là, on a eu un exemple de mini-effondrement
hein, au moment de, encore heureux que ça n'a pas eu lieu pendant l'été, au moment de la première vague du Covid. L'État n'avait rien fichu, il avait même saboté ce qui avait été préparé auparavant. Il n'y avait pas de masque, pas de ventilateur, il n'y avait pas assez de place, de lits de réanimation. Eh bien, on a vu de façon extraordinaire, bon, j'habite dans une ville qui s'appelle Villejuif, où il y a 3 hôpitaux. Et juste la ville d'à côté, il y a un grand hôpital qui s'appelle, enfin, la ville d'à côté s'appelle le Kremlin-Bicêtre, il y a un très grand hôpital, et puis il y en a encore à côté de Vitry, à Vitry. Donc, c'est le cône qui part de la Pitié-Salpêtrière, qui était le grand hôpital de l'époque de Louis XIV, hein, et qui s'est développé aujourd'hui vers le sud jusqu'à Évry. Hein. Et donc, on est au cœur de ce cône. Eh bien, donc, il y avait énormément d'infirmières et de personnels soignants qui étaient au front, sans masque, sans blouse, sans bonnette, rien, hein, qui affrontaient directement, en ne sachant pas exactement ce que c'était, cette nouvelle maladie. Eh bien, de même que toutes les femmes de France et de Navarre se sont mis à filer, non pas de Navarre, encore de France, se sont mis à filer pour payer la rançon de François Ier, hein, eh bien, toutes les femmes qui avaient encore des machines à coudre se sont mis à travailler dans Villejuif, le Kremlin-Bicêtre, Ivry, pour fabriquer des masques, des bonnettes, des blouses, etc., avec le plastique des sacs poubelles, avec tout ce qu'on avait sous la main, en découpant des vieilles robes. Et on a vu comment la mobilisation des femmes, parce que les hommes savent rarement coudre à la machine, hein, a permis spontanément, alors c'est passé par les associations, peu importe lesquelles, hein, Secours populaire, Secours catholique, tout ce qu'on veut, la Grande Ourse, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, hein, quand on reviendra sur l'articulation entre la politique, c'est-à-dire les conseils régionaux, les conseils départementaux et les commissions sociales et solidaires. La Grande Ourse s'est mise à fabriquer des masques, y compris pour les marchés. Hein, les femmes des marchés n'avaient pas non plus de masques, les vendeuses. Enfin bref, on a vu se développer, dans une situation d'urgence, un secteur industriel, artisanal, extraordinaire de production de tout ce que l'État n'avait pas produit, n'avait pas stocké ou avait stocké jadis à l'époque de Bachelot et avait détruit depuis, et de ce que l'État l'avait laissé filer en Asie, hein, la fabrication des masques. Hein. Bon, puis un quatrième domaine de développement, bah, c'est toutes les industries nouvelles. Toutes les industries nouvelles, que ce soit dans le domaine de l'informatique ou dans le domaine de la transition écologique. Alors, on a dit tout à l'heure, Charles a souligné que tous les artisans du bâtiment et travaux publics du second œuvre, je dis du second œuvre parce que c'est le plus facile, hein, pourraient se mettre en coopérative ou en SKIC. Alors, qu'est-ce que c'est que la SKIC? C'est à peu près le joyau qu'on a réussi à sauver du fait que Guigou n'a pas repris en compte le rapport que j'avais fait à l'instigation d'Aubry sur l'économie sociale et solidaire. La SKIC, on a réussi à le faire passer comme un cavalier, en quelque sorte. C'est la société coopérative d'intérêt collectif. C'est vraiment la Rolls de l'économie sociale et solidaire. C'est sous ce modèle-là qu'est monté Coprail, hein, peut-être même, je crois, Enercop. Hein. Qu'est-ce que je dis Coprail? C'est RICOP, ça s'appelle. Hein. Enercop, etc., etc. C'est-à-dire une association à 4 collèges, une coopérative à 4 collèges, les salariés, les usagers, les bailleurs publics, hein, et les professionnels. Bon, voilà vraiment la façon dont fonctionne, dont pourrait fonctionner la plupart des services publics, et notamment les services publics innovants qui n'existent pas encore, qui ne sont pas des grandes entreprises nationales, mais qui pourraient très bien se développer directement sous la forme de l'économie sociale et solidaire. Alors, ça a un rapport évident avec le développement local, puisque c'est toujours fondé sur l'idée que, d'abord, c'est local, tout simplement. Alors, évidemment, pas Enercop, pas Arecop. Enfin, c'est quand même des entreprises qui visent à, dans le cadre français, remplacer ce que ne fait pas l'État, qui s'est spécialisé dans les formes de production d'énergie particulièrement nocives pour l'environnement. J'y reviendrai, c'est le 3e volet. Hein. Bon, le nucléaire. Et bon, Enercop essaie de faire autre chose que du nucléaire, d'encourager, de mettre en liaison, hein, puisque ça achète des sources qui, elles, sont locales, hein, qui sont des initiatives locales d'énergie renouvelable. Même chose, bon, ben, RICOP
bon, ben, ils vont voir les villes tout simplement et on leur dit écoutez, vous avez une gare désaffectée, ça vous ennuie bien d'avoir plus cette ligne secondaire, eh bien, nous allons vous la retaper. Est-ce que vous pouvez nous participer à notre capital, hein, comme bailleur de fonds? Voilà. C'est un rapport donc extraordinairement proche avec le développement local. Et puis, c'est un rapport avec l'écologie, parce que l'écologie se préoccupe toujours de l'effet externe de toutes les activités. Hein. C'est pas un rapport, c'est ni un rapport entre une entreprise qui a des clients, ni un rapport entre une entreprise, entre l'État qui dessert les usagers, mais forcément, il y a des effets positifs externes. Hein. De même qu'il y a les effets négatifs externes qu'on doit taper avec des pollutaxes, faire refouler avec des pollutaxes ou avec des interdictions ou avec des quotas. Hein. De même, il y a des effets positifs externes. Alors, on est bien content que ça existe et ça a plein d'effets utiles qui ne sont pas marchands. Hein. Et donc, c'est légitime qu'on les subventionne. Alors, je conclue là-dessus d'ailleurs, parce que Charles va bien le savoir, au sommet de la vague libérale, on n'avait pratiquement plus le droit de subventionner en permanence l'économie sociale et solidaire. Il fallait passer par des contrats, il fallait passer par des marchés, etc. Et donc, le lien local tendait à s'évanouir. Alors, il faut bien voir les deux piliers de la justification économique qui passe mainstream, qui passe chez les économistes, qui justifie l'économie sociale et solidaire. Il y a un premier pilier qui est microéconomique en disant c'est des gens qu'on aurait payés de toute façon, les chômeurs. On les aurait payés à ne rien faire. Alors, autant mobiliser, comme on dit, les dépenses passives du chômage. Autant, au lieu de les subventionner à survivre pendant qu'ils sont au chômage, eh bien, essayons d'utiliser cet argent pour créer un emploi avec eux. Créer un emploi avec eux. Ça, c'est la première justification. Et puis, vous avez l'aspect macroéconomique. Hein, non, ça, le premier, c'est le macroéconomique. C'est au lieu de dépenser de l'argent à faire de subventionner le chômage, utilisons l'argent à subventionner la création d'emplois sous forme d'économie sociale et solidaire. Puis, vous avez un aspect microéconomique. C'est ce que j'ai essayé d'évoquer hein, sur cette histoire de tout a des effets, chaque échange économique, chaque service économique a des effets externes. Eh bien, il y a des effets qui sont négatifs et ceux-là, il faut les taxer, hein, ou les interdire, si possible, même, ou les limiter par des quotas. Mais vous avez des effets externes positifs extrêmement importants. Par exemple, vous ouvrez dans un quartier de prioritaire de la politique de la ville un restaurant d'insertion, c'est-à-dire un restaurant dans le secteur, un sous-secteur du tiers-secteur qu'on appelle l'insertion par activité économique. C'est-à-dire que dans le restaurant, on va mettre des chômeurs qui vont apprendre tous les métiers de bouche. Bon, ben, vous voyez bien que ce n'est pas simplement un restaurant. Ça forme de futurs restaurateurs. Mais c'est aussi une lumière allumée la nuit. C'est aussi un local dans lequel des femmes venues de tous les pays du monde peuvent venir se réunir et discuter de recettes de cuisine, échanger des recettes de cuisine. Donc ça a un tas d'effets socio-positifs, ce que j'appelle l'aura, hein, autour de chaque entreprise de l'économie sociale et solidaire. Cette aura extrêmement positive pour la cohésion sociale, elle ne serait pas produite si c'était un secteur marchand, elle ne serait pas produite si c'était le secteur public. Eh bien ça justifie les subventions que le département ou la région peuvent apporter à ce secteur, mais aussi l'État, hein, avec les emplois aidés, avec les adultes relais, avec le service civil, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Peut-être, Charles, une petite insertion avant que je puisse donner la parole à Mounir. Si Mounir me l'autorise, je veux bien. Il y a juste un point peut-être qu'on n'a pas évoqué et qui me semble être à travailler à l'échelle régionale, c'est la question
alors, à la fois du modèle économique, on vient d'évoquer la question du financement public, qui est un sujet. À l'intérieur de ce sujet, on pourrait parler des fonds européens, mais Mounir aura peut-être l'occasion d'en parler, et de l'accessibilité de ces fonds pour les structures de l'ESS, qui est quand même reste un sujet un peu complexe. Mais je voulais parler de la finance solidaire et de la mobilisation de l'épargne citoyenne, parce qu'on est au moment de la crise Covid, l'épargne citoyenne a largement augmenté. Pour des tas de raisons que chacun peut imaginer. Et je pense que il y a des voies pour explorer la mise en relation directe de cette épargne avec des projets utiles socialement et écologiquement. Et la semaine dernière, j'ai pu signer avec le Crédit Coopératif, une des banques inscrites dans le champ de l'ESS, la réorientation, enfin l'ouverture d'un compte épargne pour financer des projets dans le cadre de notre COP régionale, puisque nous avons créé une COP, un peu sorte de… ça ressemble à la COP mondiale, mais ce n'est pas la COP mondiale, puisque la COP mondiale, justement, on pourrait être un peu critique sur les résultats qu'elle peut obtenir, mais c'est une COP de l'action, c'est-à-dire comment, en région, on peut accélérer le passage à l'acte des projets qui permettent de nous inscrire dans les trajectoires qui s'imposent à nous par et les COP mondiales, mais aussi par le cadre européen, la loi française, nos schémas régionaux d'aménagement du territoire qui fixent des ambitions aussi en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour tenir ces trajectoires, il faut amplifier les actes, il faut travailler autrement, il faut mobiliser toutes les parties prenantes. Et dans le cadre de cette COP, émergent de nombreux projets. Ce livret va pouvoir permettre de flécher l'épargne pour venir soutenir ces projets en direct et va permettre de mettre en relation des épargnants avec des porteurs de projets. Et ça me semble quand même extrêmement intéressant. Quand Alain parle d'effondrement, ça peut nous conduire à nous interroger sur l'utilité de cette épargne et sur la nécessité de la mobiliser sur des sujets extrêmement importants. Sur les 10 années à venir, nous avons des choix forts à faire. Voilà, donc c'est une voie à explorer. Et puis, il y a les voies du financement participatif. Nous avons mis en place des dispositifs en ce sens-là. Souvent, c'est 1 euro région, 1 euro citoyen, 1 euro région. On l'a fait dans le périmètre de l'énergie. On l'a fait sur une plateforme plus généraliste en direction de l'ESS. Et donc, il y a là aussi des voies. Et puis enfin, il y a les clubs d'investisseurs, les cigales, même si tout ça n'a plus la vigueur que ça a pu avoir. Je crois que c'est le moment peut-être de redonner aussi de la force à ces formes de soutien au projet dans le champ de l'ESS. Et donc là, il y a des éléments d'un modèle économique qui repose sur le financement public, soit par la prise d'ailleurs de parts sociales, je le disais dans le chat, comme j'en ai parlé tout à l'heure, soit par la subvention, l'aide à l'amorçage, soit par toutes ces formes de mobilisation de l'épargne citoyenne qui me semble être une voie à explorer. Voilà ce que je voulais ajouter en complément de mon intervention tout à l'heure et merci de m'avoir laissé cette petite… Merci Charles. Donc Mounir, à toi, parce que je prends le relais en attendant qu'Estelle revienne. Mounir, à toi la parole. Merci. Bon, d'abord, un grand merci pour votre invitation. C'est pour moi un véritable plaisir. Je dois vous avouer que c'est un peu compliqué quand même de parler après Charles, qui a apporté cette approche concrète de l'économie sociale dans les politiques territoriales et l'approche historique et théorique d'Alain. C'est un peu compliqué de trouver ma place là-dedans. Donc, je vais essayer de faire au mieux et je vous demande de ne pas m'en tenir rigueur si jamais je ne vais pas au bout de l'exercice. Il y a de la part des écologistes une fascination légitime pour l'économie sociale et solidaire. Parce qu'entre l'économie étatique, collectiviste et l'économie libérale, on trouve dans l'économie sociale, dans cette manière de faire ensemble, de travailler autrement, d'avoir une approche à l'économie différente, tenant compte de tous les enjeux sociaux, sociétaux, écologiques, on a une fascination légitime, normale pour l'économie sociale et solidaire. Je nuancerai juste que l'approche statutaire ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'une entreprise relève statutairement de l'économie sociale et solidaire qu'elle porte en elle toutes les promesses de cette manière différente d'entreprendre et de faire la chose publique. Je vais donner un exemple, et je pars de là où je suis. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dans le monde associatif, j'ai dirigé un centre social, j'ai travaillé dans l'insertion. Le statut ne suffit pas toujours à définir les valeurs portées et prônées par l'économie sociale et solidaire. Et j'ai déjà croisé dans mon parcours
des structures associatives s'inscrivant statuellement dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui par leurs valeurs, leur management, la promotion des cadres de plus de 50 ans et que des hommes au détriment des plus jeunes, issus de différents parcours et des femmes. Bref, le statut, de mon point de vue, ne définit pas tout et on doit faire attention à l'approche par la finalité, par la manière de faire et pas uniquement par le statut. Alors, l'économie sociale et solidaire, et ça a été dit par Charles et Alain, c'est quelque chose de très sérieux. D'abord, en France, ça représente 8 sur 10 établissements d'enseignement culturel. Ce n'est pas rien, nous qui portons dans notre pays l'exception culturelle française. L'économie sociale et solidaire est l'essentiel de cette exception. C'est 90% des clubs sportifs, et on sait le rôle que peuvent jouer les clubs sportifs dans la vitalisation de nos territoires. C'est 4% des complémentaires santé qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, etc., etc. Sur le plan européen, pour apporter un éclairage, c'est à peu près dans les mêmes... L'économie sociale et solidaire pèse à peu près la même chose qu'en France. 10% du produit intérieur brut européen est dans le champ de l'économie sociale et solidaire. 11 millions de travailleuses et travailleurs en Europe sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est à peu près 4,5% de la population active. Et un quart des nouvelles entreprises créées chaque année au sein de l'Union européenne se fait dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est sur quelque chose de sérieux. Ça, c'est pour la réalité économique que représente ce secteur. Malheureusement, ce n'est pas complètement, ça ne se reflète pas dans la réalité institutionnelle au sein de l'Union européenne. Il y a eu, en 1989, sous l'impulsion de Jacques Delors, la création d'une unité dédiée au sein de la Commission pour l'économie sociale et solidaire, unité qui a disparu en 1997 et depuis, elle n'a pas été recréée. Donc, il n'y a pas d'unité ou de direction dédiée à l'économie sociale et solidaire. C'est plutôt l'approche par vocation. L'unité emploi, développement économique intervient avec les acteurs de l'économie solidaire sur les questions de développement de l'emploi et de l'emploi local ou l'emploi des jeunes. La direction Econ, développement économique, intervient à travers son champ, ou l'unité régie qui gère les fonds structurels européens, puisque les fonds structurels aident, accompagnent, financent un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'exemple le plus récent que l'Union européenne sur lequel elle s'est distinguée, c'est au début de la crise sanitaire, au mois de mars dernier, où finalement, enfin, alors que les acteurs le réclamaient depuis plus de 15 ans, l'Europe a su simplifier l'accès aux fonds d'aide aux plus démunis pour pouvoir faire face à la crise dans les territoires. Et donc, à travers les fonds structurels, l'Europe intervient énormément sur le champ de l'économie sociale et européenne. Il n'y a pas que la Commission où il y a un défaut de portage politique clair, ambitieux. Au sein du Parlement, il n'y a pas non plus de commission parlementaire. Il n'y a pas une commission économie sociale et solidaire. C'est plutôt les 3 autres commissions que j'ai citées qui traitent des sujets liés à l'économie sociale et solidaire. Il y a cependant un intergroupe économie sociale et solidaire, intergroupe qui a eu du mal d'ailleurs à trouver les conditions d'existence, de soutien de parlementaires et de groupes politiques au sein du Parlement pour qu'elle existe. Il y a eu d'ailleurs une grosse et belle mobilisation des élus régionaux écologistes que j'ai relayé, moi, cette demande légitime pour qu'on ait un intergroupe économie sociale et solidaire qui regroupe des députés de différents groupes qui traitent de cette question en lien avec les acteurs, les syndicats, etc. Et évidemment, au Conseil, là où se réunissent les chefs d'État et de gouvernement, il n'y a pas d'outils dédiés à l'économie sociale et solidaire. Et donc, je pense qu'une des ambitions des mois à venir, c'est de faire en sorte qu'en post-Covid, on a vu qu'un certain nombre de dogmes et d'habitudes au sein de l'Union européenne avaient sauté avec la crise du Covid. Une des ambitions futures, en tout cas, c'est ce que moi je vais essayer de porter en tant que membre de la Commission emploi et affaires sociales, c'est qu'il y ait des dispositifs particuliers qui viennent reconnaître enfin le rôle et l'importance de ce secteur. Et je commençais par parler de la fascination que nous, les écologistes, on avait pour l'économie sociale et solidaire. Et je pense qu'en termes de projets futurs, l'économie sociale et solidaire répond de manière pertinente aux enjeux de société qui sont les nôtres.
Si on veut réussir à faire la démonstration partout sur les territoires que les enjeux du Green Deal et de la protection de l'environnement et le défi climatique doivent aussi être des enjeux économiques et sociaux, l'économie sociale et solidaire peut être un formidable outil pour qu'on incarne ça sur les territoires. Moi, je rêverais que tous nos territoires, toutes nos régions, tous nos territoires locaux soient des territoires en transition et que sur la question de l'innovation sociale, pour produire des outils nouveaux pour sortir les chômeurs de longue durée du chômage, protéger l'environnement, la biodiversité, produire localement de l'énergie renouvelable et investir dans des secteurs que l'économie classique a désertés ces dernières années, l'économie sociale peut être un formidable outil pour cela. Et donc, je pense qu'à côté du Green Deal, il nous faut un quart deal à l'échelle européenne dans lequel la question sociale, la question de l'emploi, la question du faire différemment ensemble en réatterrissant sur nos territoires doit être une ambition nouvelle que va justifier et va aider la récente crise de la Covid. Et je pense que l'économie sociale peut être un outil formidable pour qu'on puisse réaliser cela et que son ambition est au cœur de l'ambition de transformation économique, sociale et sociétale qu'on porte. Voilà, je ne veux pas répéter des choses qui ont déjà été dites et évidemment, place au débat. Merci beaucoup, Mounir. C'était plutôt très complémentaire ce que tu as dit là. Charles, tu t'apprêtais à nous quitter, du coup? Je suis vraiment désolé, j'ai pris un autre engagement juste après, là, et donc il est 21h, il faut que j'y aille. Donc merci à vous, merci à Alain, merci Mounir, et je suis sûr que les débats vont être passionnants. Et comme je vais pouvoir les visionner après, je pourrais le repartager avec vous à d'autres occasions. Et donc, merci de votre présence en tout cas. Très bonne campagne à toi, Charles. Et on compte sur toi et toutes les copines et les copains pour la région. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, alors je lisais dans le fil de discussion, il y avait les questions de gouvernance. C'était Philippe qui nous disait une manière différente d'entreprendre veut aussi dire une gouvernance horizontale. Est-ce que tu veux juste développer ça? Puis je passerai ensuite la parole peut-être à… pas peut-être, mais je passerai la parole à Laurence. Philippe? Donc, on l'a plus là, mais je trouvais que la question, elle, était intéressante. C'est-à-dire une autre façon de proposer justement ces questions de gouvernance beaucoup plus horizontales. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous voulez réagir sur cette question-là. Alors, Jean-François qui veut la parole. Jean-François. Oui, bonsoir, merci Estelle. J'interviens moi par rapport à mon expérience professionnelle, personnelle d'entreprise horizontale qui est une SCOP, mais qui était une entreprise d'organisation horizontale avant d'être une SCOP. Et la SCOP était là pour finalement, et la région nous a aidés à ce titre, dans la constitution de l'entreprise, qui n'est pas une grosse entreprise, nous sommes 4, mais à formaliser et à donner un statut. Moi, j'étais déjà gérant, mais donner un statut et une légitimité aux personnes qui travaillaient avec moi depuis des années et que j'ai associé à travers cette SCOP. Et ce que je vois surtout, c'est un certain nombre d'entreprises dans le secteur du bâtiment. Nous avons une agence d'architecture qui, dans l'artisanat, compte tenu d'un certain nombre de compétences qui se sont développées, il y a des artisans qui reconnaissent que parmi leurs salariés, il y a des compétences parfois plus fortes que les leurs et qui associent de plus en plus ces personnes-là aux prises de décisions, y compris des décisions stratégiques sur des questions techniques, sur des questions de marché. Et notamment une entreprise que nous visiterons lors de la tournée citoyenne, une entreprise de construction bois avec une douzaine de personnes où déjà c'est un entrepreneur en nom propre, mais toutes les 2 semaines, il y a une demi-journée libérée pour une discussion horizontale, justement, quel que soit le niveau d'ancienneté et quel que soit le niveau de formation des salariés, ils ont la parole pour parler de la manière dont s'organisent les équipes, de la manière dont s'organisent les chantiers, les approvisionnements, etc.
Et en ressort un travail de compte-rendu et de progression collective. Et c'est vraiment des entreprises dans lesquelles les gens eux-mêmes ont trouvé du sens dans ce partage, dans la circulation de la parole, dans le partage de la décision, et qui seraient, je dirais, des cibles idéales, entre guillemets, pour à la fois expérimenter et peut-être accompagner vers quelque chose d'un peu plus formel, même si, je dirais, nous, sur une entreprise comme la nôtre, le formalisme, ça compte peu. Mais en tout cas, pour indiquer aux gens et pour aussi autoriser plus de personnes dans ces entreprises parce que, si vous voulez, même si le patron propose, parfois, il y a une certaine retenue suivant le caractère des personnes. Et on le voit bien, nous, dans nos réunions, Zoom ou en présence, même en politique, que ce n'est pas forcément celles qui parlent le plus qui ont le plus de choses à dire. Et en l'occurrence, donner un cadre et une légitimité, et ne serait-ce que donner un nom à ce qui se fait et ce qui est proposé, peut permettre à plus de personnes de s'investir dans la vie de l'entreprise et dans la vie de la gestion de l'entreprise. Donc là, la région peut commencer à repérer là où les choses existent déjà, mais en accompagnant, y compris par des tiers qui peuvent aider à faire circuler la parole, qui peuvent aider à animer, parce qu'il y a des techniques aussi, sur des techniques démocratiques. Et parfois, en voulant bien faire, des entrepreneurs peuvent passer à côté de certaines choses. Donc, je pense qu'il y a une ingénierie de la démocratie et du débat en entreprise qui pourrait être mis à disposition d'un certain nombre d'entrepreneurs qui ont envie, y compris pour se libérer un petit peu personnellement de certaines charges, de ce qu'on appelle la charge mentale. On en a beaucoup parlé dans les ménages, mais on peut en parler aussi dans les petites entreprises. Mieux déléguer et mieux partager la décision, c'est aussi se délester d'une certaine charge mentale, et ça peut être une garantie pour les entreprises de durer également dans le temps. Voilà, c'était pour restituer un peu cette expérience personnelle, mais pour dire que des choses existent et que finalement, même si ça ne s'appelle pas économie sociale et solidaire, il y a un certain nombre d'embryons d'expérience qui sont déjà là, simplement par exercice du bon sens de gens dans des entreprises moyennes qui ne peuvent vraiment fonctionner comme en fait des grandes familles que si déjà la parole circule et les décisions sont partagées. Merci Jean-François. Peut-être à préciser que tu es tête de liste en Eure-et-Loire, voilà, pour… Oui, ce n'est pas à ce titre que je parlais, mais en effet. Je sais, mais du coup, ça vaut le coup aussi d'être dit pour la liste Un Nouveau Souffle écologiste et solidaire. Merci pour ton témoignage. Mireille. Et Mireille qui demande la parole. Oui, Mireille. Je remets mon micro, voilà. J'entends les témoignages et je suis très branchée sur l'économie sociale et solidaire depuis très longtemps. Et je remercie en même temps Alain qui est intervenu, et ça fait très longtemps qu'il est sur la route aussi. Je suis syndicaliste. Et si je vous le dis, c'est parce que j'ai trouvé systématiquement de l'opposition dans les syndicats à tout ce qui est économie sociale et solidaire. Les syndicats, et je le dis à mon grand désespoir parce que j'ai défendu un grand nombre de collègues sur différents plans, sont encore dans l'intime conviction qu'on est dans un rapport, et on doit être dans un rapport employeur et salarié. Et ça me désespère, et je ne sais pas comment faire pour amener ces personnes qui sont des personnes militantes et très souvent investies dans la défense des autres, à penser autrement. Je vous le dis parce que c'est une problématique qu'on va retrouver très fréquemment, quoi. Voilà, c'est une réflexion que je vous fais au passage. Alors, il y a Alain qui a demandé la parole. Alain. Oui, Alain qui se propose de répondre. Oui, bonjour Mireille, c'est tout à fait exact, et c'est la plaie dans de très nombreux pays, pas seulement en France. Et avec
avec une variété à l'intérieur de l'Europe absolument épouvantable. Bon, je crois que d'une certaine façon, la conception troisième internationale de la lutte des classes, même deuxième internationale de la lutte des classes, a d'une certaine façon, surtout après la disparition de Jaurès et des pères fondateurs, anéanti l'idée de la coopérative comme option pour le mouvement ouvrier et a, chez certains syndicalistes, en particulier français, suscité une hostilité à tout ce qui peut même être cogestion, c'est-à-dire la participation des salariés au pouvoir capitaliste. Et on avait cette position dans laquelle les syndicats sont là pour dire payez-nous davantage et on ne veut pas s'occuper de la gestion. Alors ça peut se retourner complètement. Hein, dans une situation dramatique, ça se retourne. Je me souviens d'avoir été invité par le CCFD à aller contrôler l'argent qu'ils envoyaient au Pérou. Donc c'était l'argent du CCFD, du Comité catholique contre la faim et pour le développement, allait à une structure qui aidait les syndicalistes. Bon. Et le CCFD me dit on est inquiet parce que cette structure qui est faite pour aider les syndicalistes est en train de créer des entreprises, on ne comprend pas du tout ce qu'ils font. Bon, je suis allé évidemment. Ce qui se passait, c'est que il y avait la privatisation partout, hein, le libéralisme triomphait au Pérou, après les années du velasquisme, où au contraire, des militaires extrêmement développementistes et assez populistes, par certains aspects progressistes, avaient développé les entreprises nationales, et puis on les fermait, on les vendait, etc. etc. Et les syndicalistes qui se retrouvent au chômage, ils n'avaient pas d'autre solution que de créer les entreprises. Et tu as tout à fait raison, Mireille, de dire que pourtant, c'est la même idée, le même idéal qui suscite chez le syndicaliste la passion d'aider les autres. Et je me souviens d'avoir été traîné par cette entreprise, par cette association qui recevait donc l'argent du CCFD dans une mine de charbon, non de fer, du sud du Pérou. Et alors que moi, j'étais observateur, j'avais fait un rapport. Hein. Le président du syndicat a dit, il y en a un grand penseur européen pour des nouvelles orientations pour le syndicalisme. Je l'invite à s'exprimer à la tribune. Je n'ai préparé aucun discours et c'était vraiment pas mon rôle. Et je regarde heureusement sur son carnet, je me suis à côté de lui, blanc comme un linge et rassemblant le peu d'espagnol que je connaissais. Et il y avait marqué sur son carnet vivre, c'est aider à vivre. Vivir es ayudar a vivir. Il l'avait écrit en tant que syndicaliste, pas en tant que créateur de petites entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et pourtant, c'était ce qu'il était en train de faire dans la cité minière d'à côté, où, du fait de la privatisation et de la revente à la Chine populaire, qui est une entreprise qui a un capitalisme particulièrement exploiteur, hein, on avait triplé la productivité et multiplié par 4 le nombre d'accidents de travail. Eh bien, donc, il y avait besoin de beaucoup moins de mineurs et on s'entassait au chômage dans cette cité à côté. Donc, les syndicalistes sont capables, dans une situation désespérée, de devenir des petits entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. À l'origine, à l'époque du Bourse du travail, je parle du milieu du 19e siècle en France, c'était la même institution, la Bourse du travail, qui a donné lieu à la création des syndicats, des coopératives, des mutuelles. Et la fin du 19e siècle, là, des associations, a légalisé chacune successivement. Mais une fois qu'elles ont été légalisées, elles ont divergé. Je me souviens, par exemple, que, comme je vous l'ai dit, le Québec est, avec l'Amérique latine, un des grands expérimentateurs de l'économie sociale et solidaire. La caisse principale de financement de l'économie sociale et solidaire, c'est tout simplement le deuxième étage, c'est-à-dire la caisse professionnelle des retraites. Tout simplement. De même, c'est l'ARCO, la GIRC-ARCO, si vous voulez. C'est l'étage au-dessus du régime général. Et qu'est-ce qu'ils font, ces syndicalistes? Eh bien, au lieu de placer cet argent
dans les entreprises capitalistes sans aucun contrôle, dans les bourses, etc., ou en obligations, eh bien, ils créent les entreprises, ils subventionnent l'économie sociale et solidaire. Alors, bon, en France, on a donc nos étages, les deux premiers étages de la retraite sont plus ou moins tripartites, et le troisième étage, individuel, c'est l'assurance vie. Donc, à un moment, je me dis, il faut faire comme les Québécois, on va prendre l'assurance vie qui est disponible, et on va dire que de même qu'il y a un étage mutualiste pour la maladie, au lieu que ce soit l'assurance vie qui assure le troisième étage, on va créer un troisième étage individuel ou à cotisation volontaire qui va financer le tiers secteur. Je propose ça au Parlement européen et paf, je tombe sur l'hostilité du SPD allemand. Je ne comprends pas pourquoi ils sont contre. Je discute avec le responsable, mon correspondant allemand du SPD dans la commission économique et sociale, dans la commission sociale du Parlement européen. Il dit, mais parce qu'on est comme au Québec. C'est-à-dire que c'est nous les syndicalistes qui gérons le deuxième étage professionnel de la retraite. Alors, si vous voulez nous coller à des espèces de mutuelles qui vont nous faire concurrence, on n'est pas d'accord. Vous voyez, la haine entre syndicalistes, mutualistes, coopératives, etc., elle est partout en Europe et elle ne se découpe pas de la même façon, notamment pour se partager le gâteau des cotisations sociales obligatoires, c'est-à-dire les deux premiers étages, ou volontaires, c'est-à-dire le troisième étage de la retraite. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Je remercie beaucoup Charles d'avoir souligné ce problème du financement. La solution qu'il développe là, c'est justement la toute première qu'on a imaginée en 1992, quand Marie Blandin est devenue la présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a effectivement négocié avec le Crédit coopératif et la NEF, qui elle-même est adossée aussi au Crédit coopératif, pour qu'il y ait un secteur de drainage de l'épargne volontaire, pour financer l'économie sociale et solidaire. Bon, je crois qu'avec le surplus d'épargne que nous avons actuellement, dû au fait que, au moins le secteur stable du salariat a continué à toucher de l'argent pendant les 3 confinements, qu'ils aient vraiment travaillé ou pas. Et cet argent, pour l'instant, elle passe en menu travaux. Comme on ne pouvait pas le dépenser ailleurs, qu'on ne pouvait pas aller au restaurant et en vacances au loin, il y a une énorme épargne. Effectivement, c'est le bon moment pour la région Centre-Val de Loire de faire comme on a fait dans le Nord-Pas-de-Calais, d'avoir une caisse régionale de l'économie sociale et solidaire pour financer, pour capter cette épargne. Alors évidemment, il faut apporter les garanties, il faut que ça soit relativement intéressant, que ça soit un peu au-dessus du livret A. Enfin bon, bref, il y a un certain nombre de conditions, pas absolument obligatoires d'ailleurs, c'est pas forcément au-dessus du livret A. Il y a un tas de gens qui préfèrent mettre leur argent là plutôt que dans le livret A où on ne sait pas trop où ça va. Enfin, si, ça va au logement, c'est pas inutile. Mais Alain, vraiment, c'est géré par n'importe qui. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Alain. Mounir, tu voulais aussi… Non, mais juste quelques mots. Moi, j'entends ce que dit Mireille. Je la remercie pour la remarque et je suis d'accord. Je voulais juste peut-être ajouter une nouvelle dimension, c'est qu'est arrivé dans le jeu économique des nouveaux acteurs. J'allais même dire des prédateurs. Je pense évidemment aux plateformes dont le modèle économique est basé sur la fin du salariat. Et je pense que face à ces nouveaux acteurs, il y a 2 manières de réagir. Évidemment, il y a la législation. Et on va avoir bientôt une directive européenne sur les plateformes et on va encadrer au maximum, essayer de limiter l'influence des plateformes. Mais une autre manière concrète sur nos territoires de lutter contre les plateformes et le salariat déguisé, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est les coopératives. J'ai eu le plaisir, il y a maintenant 10 jours, de rencontrer un acteur économique qui est une coopérative qui rassemble des livreurs à vélo, Copcycle. C'est des jeunes militants politiques qui se sont rassemblés et réunis à l'occasion des manifestations contre la loi travail il y a quelques années en France et qui ont créé un logiciel et qui développent des plateformes
où des anciens salariés, pour la plupart des plateformes dans le domaine de la livraison, se réunissent entre eux, créent des coopératives, recréent des emplois avec des cotisations sociales et arrivent à vivre très dignement de leur travail, à partager le temps de travail quand ils estiment qu'ils gagnent suffisamment pour qu'il y ait des nouvelles embauches. Nos territoires sont en train d'inventer des modèles, notamment pour résister à ces nouveaux acteurs, de manière assez efficace sur tous les territoires. Il y a des maillages qui se créent. Et je pense d'ailleurs, ce serait important que les écologistes l'emportent dans votre région, parce que les collectivités publiques peuvent soutenir partout sur les territoires. Moi, je compte dans les prochaines semaines connecter ces acteurs-là avec les maires des différentes grandes villes écologistes, dans le domaine du transport des personnes, dans le domaine de la livraison, dans un certain nombre de domaines où les plateformes envahissent nos villes et nos territoires en ayant comme intérêt premier le profit, en détruisant la relation salariale et la protection sociale. Je pense que l'économie sociale et solidaire a un rôle très important à l'avenir à faire pour garder cette relation de travail, garder la relation employeur-salarié dans une approche différente. Je crois que Jean-François tout à l'heure a parlé de sens, a parlé de démocratie, et je pense que l'avenir est aussi sur ces sujets-là à l'économie sociale et solidaire, et peut-être que face à ces nouveaux acteurs, les syndicats pourront trouver une occasion nouvelle de se réconcilier avec l'économie sociale et solidaire. En tout cas, j'ai espoir. Oui, et merci Mounir. Et il y avait tout à l'heure Stéphanie qui illustrait, Stéphanie, si tu es toujours là, qui illustrait un petit peu ce qui se passait sur le territoire, c'est-à-dire que comment finalement, là c'est des antagonismes un peu, hein, comment du fait de l'installation des plateformes, des territoires réagissent, des acteurs réagissent, mais aussi comment, face à la crise qu'il y a eu là, par exemple, ce que tu disais, Stéphanie, si tu es toujours là. Oui, je suis là. Donc moi, je suis pharmacienne, je travaille dans une toute petite pharmacie sur le canton de Dreux 2. Et donc, il y a une formidable chaîne de solidarité. On parlait des masques tout à l'heure, donc c'est pour ça que j'ai réagi dans le chat. Et chez nous, il y a eu l'industrie cosmétique d'Eure-et-Loire, notamment du luxe, Shiseido et d'autres, je ne me souviens pas des autres noms, mais qui ont transformé leurs machines. Il y a même des toutes petites entreprises très locales qui ont participé à cette magnifique chaîne de solidarité et qui ont fabriqué en quantité énorme de la solution hydroalcoolique et qui ont fait un don gratuit à toutes les officines d'Eure-et-Loire. Et donc, on en a encore, ça fait 1 an. Enfin, on était à court dès le début, même avant le premier confinement, on s'est retrouvé en rupture de solutions hydroalcooliques et on a encore une armoire pleine du geste formidable. On a été, waouh, ça nous a fait chaud au cœur. Et voilà, bon, je voulais juste partager cette expérience qui m'a fait penser à ça. Voilà. Et là, certainement la fierté de ceux qui ont eu à travailler sur les chaînes à ce moment-là. Enfin, on peut, oui, j'imagine. D'ailleurs, même mon mari qui dirige une entreprise en Île-de-France, il avait du mal à s'approvisionner et à un moment, j'ai essayé de le mettre en relation avec ceux qui avaient participé à cette chaîne. Donc, j'ai rencontré, au comptoir à la pharmacie, quelqu'un qui, dans notre village, ils avaient transformé leur usine pour nous et ils disaient oui, et on a eu même des clients, des commerçants qui sont venus, qui cherchaient de la solution hydroalcoolique et donc je leur donnais l'astuce, quoi. Essayez d'aller là-bas, vous allez peut-être pouvoir en trouver. Puis comme j'imagine que vous avez eu des expériences peut-être similaires avec les masques, localement avec les couturières, quoi. Il y a des chaînes de solidarité sur Nogent-le-Roi, je sais, qui sont créées. Là où j'habite, il y a sûrement eu un petit peu partout ce genre de chaîne. C'est de la mini-entreprise, là, c'est les couturières, c'est du bénévolat, mais il y a des réelles entreprises qui ont participé. Dans toute crise, je pense qu'effectivement, il y a aussi du positif, quoi, qui ressort pour se soutenir. Mais en fait, ça ouvre des possibles qu'on disait n'être pas possibles. Voilà, c'est comme puisque ça fait bouger les lignes, puisqu'une crise fait bouger les lignes, c'est certainement ça aussi, Mireille.
Je remets mon micro. Oui, ça me fait penser à cet esprit que nous avions de parler d'entreprise citoyenne. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose, je ne veux pas dire à développer, mais à marquer et à remarquer. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait aussi une forme de reconnaissance. Et je veux dire que quelque part, non seulement on peut demander à des entreprises d'être des entreprises citoyennes, mais on peut aussi reconnaître et pas récompenser, mais comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer, ces entreprises qui ont fait, au cours de cette crise, pour cette crise, fait œuvre de citoyenneté. Et je pense qu'en règle générale, ce serait bien qu'il y ait pas une différenciation, mais qu'il y ait un sigle entreprise citoyenne. Et moi, je trouve que ça, ce serait une façon aussi de marquer la différenciation qu'il peut y avoir entre des entreprises qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Et même pour les personnes qui cherchent de l'emploi. Voilà, c'est une idée comme ça que je dis. Alain. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Mireille. Des entreprises privées peuvent se comporter comme des entreprises solidaires, alors ce qui amène, évidemment, c'est quelquefois choquant, la loi à le reconnaître, en leur donnant le label d'économie solidaire. Et alors, j'insiste aussi sur cet aspect que vient d'évoquer Stéphanie de la solidarité comme mouvement social. Et alors, ce n'est pas éternel, c'est effectivement dans les périodes de crise. Et ceux qui ont fait ça disent au bout d'un certain temps, mais il faudra peut-être qu'on nous aide à le faire, si vous voulez qu'on continue, parce qu'on ne peut pas faire ça tout le temps. Et c'est là qu'interviennent ces collectivités territoriales que sont le département et la région. Et aussi l'Europe. L'Europe, c'est vrai, j'ai participé, Mounir je viens de l'évoquer, à la fin de la direction de l'économie sociale, qui avait été créée par Delors, qui a été absorbée par la direction de la concurrence, vraiment n'importe quoi. Et c'était tout un courant d'ailleurs. Il y avait un programme qui s'appelait Leader, où depuis Bruxelles, on arrivait à subventionner directement une petite coopérative de 3 femmes au fond de l'Algarve pour tisser du lin, des choses comme ça. 2 métiers à tisser avaient directement leur subvention de l'Union européenne. Maintenant, c'est absolument impensable. Il faut, à moins de 5 millions d'euros, tu n'as plus rien. Il faut vraiment avoir un énorme projet pour pouvoir recevoir une aide de l'Union européenne. Mais l'Union européenne subventionne à titre d'aide de son action sociale, de fonds social européen, de fonds social, d'une des branches du fonds social agricole, du fonds agricole, des dotations qui peuvent être utilisées par les préfets. Alors c'est là que les présidents de région doivent se battre pour qu'un morceau soit fléché sur l'économie sociale et solidaire. Mais c'est quand même les régions et surtout le département qui vont avoir à faire ce boulot puisqu'ils ont l'action sociale. Alors, je vais prendre l'expérience de la petite entreprise dont je suis trésorier, qui s'appelle La Grande Ourse. La Grande Ourse voulait créer un lieu, un espace de vie sociale, comme on dit techniquement à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale, mais qui serait un restaurant en même temps où on ferait de la propagande par le geste, pour la bonne cuisine bio et végétarienne. On s'est heurté à une municipalité qui était farouchement contre, elle était farouchement contre l'écologie, elle était farouchement contre nous, etc. Mais on a essayé de se diversifier vers l'amont et vers l'aval, c'est-à-dire vers les composteurs d'une part et vers le jardinage partagé d'autre part. Et petit à petit, on a appris à travailler avec les gens du département. Ou d'un espèce de machin qui n'existe pas chez vous, qu'on appelle les établissements publics territoriaux, qui sont des espèces de sous-départements dans le cadre de la mégapole du Grand Paris, enfin, une des énièmes couches créées par le gouvernement socialiste de l'époque de Hollande. Et qui lui aussi peut faire un peu d'économie sociale et solidaire, enfin plus exactement de la politique
de la ville, c'est-à-dire les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bon, on s'est mis au moment du premier confinement, qui a été une catastrophe sociale colossale dans les quartiers, puisque ce sont des gens qui ne travaillent pratiquement que en CDD, que en intérim. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun droit au chômage technique. Et donc, on s'est retrouvé dans des situations de montée de la faim, tout simplement. Et donc, toutes les associations se sont mises plusieurs associations se sont mises à distribuer des repas, gratuits. Alors, nous, on a continué pendant le deuxième, troisième. Alors, on a un peu spécialisé. On a fait toujours dans le cadre de notre action pour la bouffe bio et de qualité et végétarienne. On a fait des repas du soir, on a fait des goûters pour les enfants dans notre jardin partagé, etc. etc. Bon. Et c'est évident que là, ce n'est pas une question de mise de capitaux. C'est tout simplement, on a besoin d'argent, et d'argent donné. D'argent donné pour acheter des biens. Ce n'est pas les jardins partagés qui permettent de nourrir 3 quartiers de politique de la ville où la faim est en train de se répandre. Et le département a très bien compris qu'on était une des structures qui faisait vivre la ville, qui faisait vivre les pauvres dans la ville. Et au moment du plan de relance, il y a un petit secteur qui a été accordé au quartier de politique de la ville. On a concouru pour ce plan de relance et sur les 41 projets accordés en Île-de-France, on en a décroché pas mal, 60 000 € de subventions pour développer un espace de vie sociale, enfin. Alors, je crois que dans la mesure où l'économie sociale et solidaire comprend évidemment beaucoup de bénévolat, le bénévolat apporte en général que des forces. On peut, avec les cigales, tout ce dont a parlé Charles, financer des capitaux, ça oui. Mais ce qu'on va donner aux pauvres notamment, ce qu'on va donner aux enfants, dans les jardins qu'on anime pour qu'ils apprennent eux-mêmes à jardiner, eh bien tout ça, il faut que ça soit subventionné, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment l'action sociale de l'État, par le biais du département, a très bien compris que dans la situation de crise sanitaire, devenue économique et devenue sociale de la Covid, les associations, c'est ce qui pouvait tenir des quartiers à bout de bras et nous a subventionnés. Alors, je ne voudrais pas qu'on retombe à partir de l'exemple que je viens de donner, sur l'idée, tout simplement, l'économie sociale et solidaire remplace les bonnes sœurs qui elles-mêmes étaient subventionnées par les bourgeoises ou les nobles au XVIIIe, XIXe siècle. C'est aussi à l'autre extrême, je l'ai dit, Enercoop, Railcoop, etc. etc. Ça peut être aussi des coopératives qui font des logiciels. Ça peut être ultramoderne. Ça peut être complètement marchand presque, avec très peu de subventions, si ce n'est la dispense de certains impôts, dits impôts commerciaux. Et dans cet immense spectre qu'est l'économie sociale et solidaire, qui va depuis l'action sanitaire caritative, disons, jusqu'au financement et à la mise en œuvre dans des structures à gouvernance horizontale, une personne, une voix. Ce qu'il y a de commun, c'est au nom de quoi on le fait. Au nom de quoi on le fait. Comme disait Jacqueline Ortigois, une des grandes théoriciennes de l'économie sociale et solidaire, pourquoi ce n'est pas seulement l'économie sociale, c'est-à-dire coopérative, ce n'est pas seulement le statut qui est fini, c'est au nom de quoi on le fait, c'est-à-dire la solidarité. Or, la solidarité, c'est quand même le ciment de la société. Une société qui serait purement marchande ou pas purement redistributrice d'État, comme l'était l'Union soviétique, d'une certaine façon, elle est appelée à se défaire. À un certain moment, la solidarité, le fait que on aide son voisin, parce qu'un jour on peut aussi tomber dans le besoin, c'est ça qui est le moteur de l'économie sociale et solidaire. Mais ça a besoin aussi de l'État, et l'État est capable de le reconnaître
l'État local, régional ou départemental, ou l'État national, qui nous subventionne un emploi aidé, qui nous subventionne un adulte relais, l'État reconnaît que bon, bah, le boulot que les fonctionnaires ne peuvent pas faire, l'économie sociale et solidaire peut le faire parce qu'elle en a envie, hein, simplement faire recoudre la société. Oui, c'est bien un tissu à tous les étages. Hein. Ce n'est pas uniquement, effectivement, du fait de l'État, même si parfois on a l'impression, ce que disait Philippe dans le fil tout à l'heure, que le SS, c'est finalement la mise en action de nos communs, parfois délaissés par l'État et pas préemptés par le privé. Effectivement. Alors, on a perdu, Laurence, elle a des problèmes techniques. Donc, voilà, qui voulait parler de ce qu'elle mène, elle, sur les territoires. Mohamed, tu peux nous dire quand même 2-3 mots Oui, dessus parce que sur tout à fait. Laurence mène un travail formidable de proximité sur tout ce qui est système d'échange local. Alors, le sel, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Ce n'est pas le troc, hein. C'est que je donne et c'est le groupe qui me doit. Ce n'est pas la personne à qui j'ai rendu service. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est avec un système de points. La mesure, c'est le temps. C'est-à-dire, quand on rend service à quelqu'un, on estime combien de temps la personne va travailler pour s'acheter le service qu'on lui a rendu. Donc, c'est comme ça, avec un système de carnet, on le met même sur informatique et tout ça. Donc Laurence, il est vraiment impliqué dans ce système. Et aussi, on peut parler des monnaies locales, mais Alain ou bien Mounir peut nous éclairer sur ces thématiques. Voilà, donc Laurence, il allait témoigner, hein, donc je le fais en bref parce que en plus, moi, je ne suis pas bien confortablement installé. Voilà, bien. Alors là, l'intérêt qu'avait bien sûr son témoignage de toute façon, mais c'est qu'on était on a des points de vue macro, mais c'est un point de vue très micro et qui repose sur le système de solidarité dont parlait, mais qui n'est pas le système effectivement de la charité, mais c'est comment on coopère et se donner des moyens à un niveau très très local de coopérer pour se rendre des services et de pouvoir les valoriser, les identifier. Voilà. Donc ça, je trouvais ça effectivement très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions voilà, c'est peut-être le moment. On va arriver petit à petit vers un point de conclusion. Il y a Mireille qui a demandé la parole. On nous donne une dernière prise de parole. Oui, c'était juste pour rebondir sur les monnaies locales parce que moi j'ai l'exemple dans plusieurs régions et ça fonctionne pas mal quand même. Il y a vraiment des choses, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment réglementaire, mais je sais qu'à Montpellier, comment ça se passe légalement, mais je sais qu'à Montpellier, j'ai des amis qui fonctionnent très bien avec ça. Je sais que dans le Tarn, ça fonctionne aussi pas mal. Alors évidemment, toujours, c'est très local, hein, ça se passe avec les locaux, hein, c'est vraiment une économie très, très, comment dire, oui, territoriale. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut rentrer dans un programme régional ou départemental, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a très longtemps, nous avions essayé de mettre en place un sel sur l'Eure-et-Loire. C'était des épis d'ailleurs qu'on mettait en place et ça n'a pas pris du tout. Hein. En Beauce, vraiment, ça n'a pas pris du tout. Voilà. Mireille, alors Estelle, il y a Laurence qui est revenue, donc on lui donne la parole à moi, Alain. Laurence? Elle est en train de se connecter. Je vois que c'est connexion à l'audio, mais je crois qu'elle elle nous a dit, voilà, Laurence, ça y est, tu nous as rejoint, merci. Eh bien, écoute, c'était la parole était à toi. Tu nous entends?
Laurence, est-ce que tu nous entends? Bon, le temps peut-être qu'elle arrive parce que ça me paraît compliqué, hein, sa connexion. Ouais. Mounir, Alors, il y a Mounir qui va partir, si tu peux lui donner la parole pour… Voilà, et Alain, je te repasse la parole après. Mounir, tu veux juste du coup ton mot de conclusion avant la conclusion, mais si tu dois partir, on te libère. Non, oui, je dois partir. Malheureusement, j'ai prévu de me rendre disponible pour une autre réunion à 21h30. Je vais avoir du mal à conclure parce que le sujet est vaste. Les acteurs de l'économie sociale sont nombreux à différentes échelles. En tout cas, et ça a été dit un peu par moi au début, redit par Alain, ce n'est pas forcément le statut qui définit l'ambition, mais c'est plutôt ce qu'on a envie d'en faire, les valeurs et le projet porté. Et je pense très sincèrement que ce soit pour les enjeux très concrets de proximité ou les enjeux écologiques de transformation radicale de nos modes de production, de déplacement, de relocalisation, l'économie sociale et solidaire est un levier intéressant. Et je pense que partout où on aura des écologistes en responsabilité, on aura un soutien fort à ces actions, à cette expérimentation et à ces nouvelles manières de faire, d'entreprendre. Et voilà, donc merci beaucoup de m'avoir associé à ce temps d'échange intéressant. Pour celles et ceux qui sont en campagne, que ce soit à l'occasion des régionales ou des départementales, très bonne campagne à vous. Ces gestions locaux sont essentiels et partout il devrait y avoir des élus écologistes en responsabilité. Et puis, c'était un honneur de faire ce débat en présence d'Alain. Merci Mounir. Beaucoup, Mounir, et merci beaucoup d'être joint à nous. Au revoir. Laurence, dis-nous, est-ce que tu arrives à nous rejoindre ou… Et donc Alain, alors? Bon, je voudrais répondre à la question soulevée par Mireille sur le statut juridique du sel. Alors, bon, nous, on a un sel à Villejuif depuis une trentaine d'années qui malheureusement ne s'est pas beaucoup renouvelé. Et donc, c'est les personnes maintenant vieillissantes qui n'échangent plus que le garde des chats ou des choses comme ça. Cela dit, bon, elle a été mobilisée comme une des structures possibles dans la fabrication des masques pendant le premier confinement. Et il a beaucoup travaillé justement comme ça à fabriquer des masques. Bon, en concurrence avec le fait que des gens donnaient leurs masques. Les femmes qui l'ont fabriqué, elles les donnaient aux travailleuses de la santé. Alors, sur la question des monnaies locales. Le monnaie locale, c'est une monnaie locale, le sel, puisque vous avez un… Alors, je parle du sel, système d'échange local qui n'est pas ouvert aux structures commerciales. Alors, c'est justement un de leurs problèmes. Parce qu'elles ne paient pas de TVA. Elles ne paient aucun impôt locaux. Donc, la question a été posée à propos d'un célèbre cas dans l'Ariège. Alors, dans l'Ariège, vous avez beaucoup de néo-ruraux. Alors, je comprends très bien que dans votre région centre, qui est une des régions d'agriculture intensive les plus spectaculaires de France, ça ne soit pas tellement la mode, mais bon, il y a quand même des petits secteurs qui sont en déprise dans lesquels des néo-ruraux ou tout simplement des gens qui ont beaucoup d'argent essaient de planter 3 carottes et quelques choux. Mais en Ariège ou dans les Alpes de Haute-Provence, c'est une situation presque dominante que les gens sont au RSA. Ils ont le RSA pour s'acheter 2-3 bricoles. Le reste, ils le font en autoproduction et par le sel, y compris retaper une maison. Alors, évidemment, les maçons du coin ont fait un procès au sel qui retapait les maisons. C'est monté jusqu'à la cour d'appel de Toulouse, qui a rendu son jugement, qui maintenant fait jurisprudence, qui n'est pas très bon, mais qui a permis au sel de continuer à exister, en disant il n'y a pas à payer de TVA et d'impôts locaux, enfin d'impôts qu'on dit commerciaux, c'est-à-dire à l'époque il y avait la taxe professionnelle, dès l'instant que c'est un travail d'amateur.
Alors, c'est pas très glorieux pour les selles où des gens extrêmement habiles de leurs mains produisent pour des amis en échange d'un cours de guitare ou je sais pas quoi, hein, ou d'un cours d'anglais, un travail de maçon ou de charpentier. Hein, mais la définition, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que c'est un travail d'amateur. Ce n'est pas dans le cadre d'un travail professionnel. Ce qui pose évidemment le problème que ça exclut du sel ceux qui font dans le sel le travail qu'ils font professionnellement. C'est ça que ça implique. Parce qu'évidemment, ce serait une fraude à la TVA généralisée de dire je vous fais votre escalier, vous voulez que je vous le fasse en tant qu'entreprise ou en tant que sel, ce ne serait pas possible. Donc voilà, c'est un peu ça, voilà, c'est ça le cadre juridique, jurisprudentiel en fait, fondamental du droit pour les sels à travailler. Et dans le cas des RMistes de l'époque, RSAistes d'aujourd'hui, de l'Ariège, ça représente, on a estimé, le doublement de leur niveau de vie. Alors, il y a Jean-François qui a demandé la parole. Très rapidement, Alain, pour ce qui est du domaine de la construction, souvent ce qui différencie les amateurs des professionnels, ce n'est pas tant leurs compétences, c'est plutôt la capacité à assurer leur réalisation. C'est-à-dire que ce qui aura été réalisé par des amateurs, donc qui ne sera pas couvert par les assurances, par les garanties décennales habituelles. Donc on est dans un domaine effectivement qui fait que la personne qui bénéficie de leurs travaux ne bénéficiera pas éventuellement s'il y a des problèmes, des malfaçons de quelque aide que ce soit en la matière. Donc c'est lié à une relation de confiance et de risques partagés en fait. Enfin, pas partagés, de risques assumés. Juste un point justement sur cette question, puisqu'on a où deux établissements scolaires nous utilisent pour apprendre le jardinage aux enfants. On a deux niveaux de cotisation. Cotisation du membre actif à 10 € par an et cotisation qui ne sert qu'à assurer. On a une assurance pour tout ce qui se passe chez nous, mais l'assurance ne couvre que les membres. Donc, comme on veut avoir des gens du quartier d'à côté, qui est un quartier de politique de la ville extraordinairement pauvre, eh bien, on a une cotisation à 1 € par an qui permet de dire vous êtes membre, donc vous êtes couvert par l'assurance. C'est un point très important dans toute l'économie sociale et solidaire. Hein. Au moment où j'ai fait mon rapport pour Aubry et Guigou, les premiers qui sont venus voir, c'était les gens du spectacle vivant, hein, qui avaient une grande structure qui réunissait tous les gens du spectacle vivant, qui sont presque tous sous forme d'association, et qui voulaient un peu améliorer leur statut parce que, comme vous savez, dans l'association, vous ne pouvez pas avoir à la direction, vous pouvez pas avoir de salariés à la direction d'une association. Et donc, pour les troupes de théâtre, où c'est en général le Molière local, qui est à la fois le grand animateur et le metteur en scène, hein, il ne peut pas être le président. Il doit se trouver un homme de paille qui doit être le président. Bon, il voulait arranger ça. Bon, on a arrangé un peu ce point de règlement. Hein. Mais ce qui m'a impressionné dès le début, c'était leur formidable culture assurantielle. C'est-à-dire que quand vous organisez un spectacle, vous devez vous assurer surtout contre l'incendie, contre les troubles digestifs, s'il y a la vente de boissons. Et ils connaissaient tout ça par cœur. Et ils m'ont bien mis au parfum du fait qu'il faut que l'économie sociale et solidaire soit bien assurée. Alors, il y a des structures pour ça. Hein, n'oubliez jamais ça. Et c'est souvent une des premières choses que le département peut contribuer à financer. Vous avez un tas d'entreprises de l'économie sociale et solidaire très légères, des petites, toutes petites, qui n'ont rien à payer d'autre que l'assurance. Une subvention permet de couvrir l'assurance, par exemple. Merci, merci Alain. Est-ce qu'on peut répondre là sur les monnaies locales? Moi, ça m'intéresse aussi. Alors, Laurence, peut-être, voilà, Laurence a publié, puisqu'elle n'arrive pas, du coup, à nous parler.
mais elle nous dit que la magie du numérique en zone rurale, pour ce qui est des selles, non, la magie du numérique, voilà, elle est un peu, voilà, elle n'a pas accès jusqu'à nous. Pour ce qui est des selles, ce sont des expérimentateurs sociétaux. L'idée, mais Alain ou Mohamed peuvent en parler, ce sont des associations de fêtes ou enregistrées en préfecture qui échangent des biens ou des services avec comme monnaie, mémoire d'échange. Le temps sur la base d'une heure de vie vaut une heure de vie. La notion de compétence n'entre pas en considération. Donc voilà. Laurence, tu peux toujours pas nous en parler. Voilà. Et Mireille, qu'est-ce que tu voulais C'était sur les monnaies locales parce que en fait, le sel, c'est un échange de services et la monnaie locale, c'est un papier-monnaie qui sert vraiment sur une économie restreinte, sur un territoire. Et je voulais savoir dans quelle mesure, parce que je sais que ça se pratique. Je dis, je l'ai rencontré dans le Tarn, je sais que des amis l'ont sur Montpellier. Et je sais que ça fonctionne justement avec souvent des producteurs locaux qui s'approvisionnent aussi localement. Enfin bon, bref, c'est une monnaie locale. Et je ne sais pas dans quelle mesure ce statut est légal, accepté. Je sais que ça existe puisque je l'ai vécu, je le vis quand je suis dans le Tarn. Et je sais que des amis le vivent à Montpellier. Donc, je ne sais pas quel est ce statut et je ne sais pas dans quelle mesure on peut s'en servir parce que c'est un vecteur aussi d'économie sociale et solidaire. En fait, Mireille, je peux répondre. Oui. Les selles en eux-mêmes, c'est déjà une banque puisque l'argent ne rentre pas en jeu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la monnaie dont tu parles, il faut avoir une collectivité qui s'engage. Il faut avoir les commerçants qui acceptent d'être payés par cette monnaie locale. Donc, il y a deux conditions. Il faut avoir, bien sûr, des citoyens qui veulent utiliser ce système d'échange. Donc, voilà, c'est trois conditions. Si on réunit les trois conditions, et alors, moi, je pense que le plus dur, c'est avoir la collectivité qui s'engage. C'est-à-dire soit une mairie, soit un département. Si on s'engage, il n'y a aucun problème. Mais je parle sous le contrôle d'Alain. Oui. Alors, un exemple donné par Laurence, un exemple de Cell Bank du temps à échelle publique existe en France dans le Massif central. Il permet à des associations de valoriser leur temps d'aide à d'autres associations ou à la municipalité. Là, c'est vraiment intéressant. Alain. Alain. Oui, Alain, justement, oui, Alain. Oui, alors bon, il y a deux choses qui sont parfaitement balisées, c'est par la jurisprudence ou des circulaires de l'État, etc., c'est les monnaies locales et les stèles. À condition qu'elles soient, tant qu'elles sont étanches, il n'y a aucun problème. Le sel, c'est des échanges de travail qui passent par une quasi-monnaie, puisque ce n'est jamais un troc. On donne un cours de guitare à quelqu'un avec les jetons qui s'appellent grains de sel ou épis de blé ou n'importe quoi. On demande à quelqu'un de vous recoudre le bas de votre pantalon, laquelle personne demande à une autre de venir lui rempailler une chaise. Enfin bon, ce n'est pas un échange. Donc le grain de sel fonctionne comme une monnaie puisqu'il permet un échange multilatéral. Bon. Ensuite, vous avez effectivement les monnaies locales qui, elles, sont au contraire une monnaie qui circule entre des clients et des commerçants ou même des artisans. Alors, ça n'empêche. Est-ce qu'on a perdu Alain? Alain. De même qu'une banque lance, une banque centrale, bon, dans la pratique, c'est une banque lance l'économie en faisant un crédit à quelqu'un qui va se mettre à dépenser son argent. Le problème, c'est que s'il y a qu'une seule banque, tout va très bien. S'il y en a plusieurs, il faut qu'il y ait une banque centrale. C'est ce qu'on appelle la création endogène de la monnaie. Eh bien, une banque, une monnaie locale, c'est une création locale endogène de monnaie. C'est-à-dire que la collectivité lance la bille en payant certaines choses avec de la monnaie locale qui doit être acceptée dans sa ville et dans le rayon des commerçants qui veulent bien.
Mais ça n'empêche pas que les commerçants, même s'ils sont payés en monnaie locale, doivent déclarer aux impôts ce qu'ils ont gagné en monnaie locale. Alors, ce que vient de signaler dans la colonne de chat Laurence, c'est que vous pouvez avoir, et ça, si ça prend trop d'importance et s'il y a un mauvais coucheur, ça peut avoir des conséquences d'un procès, tout simplement. C'est les interconnexions qui se réalisent. Le Québec a beaucoup avancé dans l'interconnexion, y compris avec la monnaie ordinaire, d'ailleurs. On peut avoir effectivement une banque, un CEL. Alors, le CEL de Villejuif accepte les associations parmi ses membres. La Grande Ourse est membre du CEL. Ce qui n'empêche pas la Grande Ourse, par ailleurs, d'avoir une activité commerciale quand elle fait des repas dans les fêtes, d'avoir des subventions de l'État, etc. Vous voyez que les interconnexions se font assez rapidement, mais tant que ça n'a pas une grosse importance, bon, personne ne va porter plainte. Nous avons eu malheureusement, alors, entre deux grandes entreprises d'économie sociale et solidaire à Strasbourg, une grande bagarre qui s'est traduite par un procès qui est monté jusqu'en tribunal administratif où le préfet a annulé une décision de la ville de Strasbourg qui avait confié à une régie de quartier, qui est un des bijoux de l'économie sociale et solidaire, le nettoyage des marchés, tout simplement. Le tribunal administratif a condamné la ville. Le Parlement européen a immédiatement réagi en disant « Ah, non. Dans les marchés publics, on doit pouvoir mettre l'économie sociale et solidaire en premier rang. C'est-à-dire, vous avez le droit, que ce soit le département, la ville ou la région, de dire je lance un appel d'offres pour faire ceci. Première condition, c'est que ce soit une entreprise d'économie sociale et solidaire. Ça, vous avez le droit. Et ce n'est pas même si ce n'est pas le moins-disant financier. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une progression à la fois juridique, jurisprudentielle, y compris au niveau de l'Europe, qui encadre progressivement tout ce secteur de l'économie sociale et solidaire depuis son isolat un peu, qui est le CEL, jusqu'à des grandes entreprises comme Coprail ou RICOP, pardon, qui est subventionné par toutes les villes où elle passe, tout simplement, par toutes les municipalités où passe la ligne de chemin de fer secondaire qu'elle est en train de reconstituer. Merci. Merci beaucoup Alain pour ces éclairages. Mohamed. Oui, moi je pense qu'il faut conclure. En tout cas, un grand merci pour ce débat, pour ces échanges, pour ces apports, Alain. Merci Estelle pour ton animation, tu nous as sauvé la mise. C'est bien dommage que Laurence n'a pas pu parler parce que je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à nous dire. En tout cas, on voit bien que cet outil, ce levier est un levier qu'on peut mettre en place au sujet de nos concitoyens dans le cadre des départementales, des régionales et aussi des municipales. À l'échelle de l'agglo, il y a beaucoup de choses à faire en termes de projets et surtout mettre en avant le citoyen, c'est faire avec. Voilà, c'est que les gens, ils ont du temps à donner, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen, mais par contre derrière chaque citoyen, mais on peut construire le vivre ensemble et d'ailleurs c'est notre slogan, mieux vivre ensemble, donc c'est important et je pense par les temps qui courent, nous ne pouvons réussir qu'ensemble et je pense que l'économie sociale et solidaire nous permet d'aller dans ce sens-là. En tout cas, merci à tous. Merci Alain, merci à Charles et merci à Mounir, merci Estelle, merci à tous